I feel good. Je me sens Me bien. sinto super bien. Eu me sinto bem. Et toi? Genki. Et toi? I Feel Good, les chroniques akashiques, le podcast qui vous veut du bien et vous donne un éclairage sur le grand éventail des activités de bien-être, développement personnel et spirituel et autres initiatives inspirantes. Ce podcast vous est présenté par Armelle Bérodi et l'Espace Akashique. Bonjour à toutes et à tous, je suis aujourd'hui à Aix-en-Provence dans le cabinet de Carlotta Munier qui va se présenter elle-même puisqu'elle a beaucoup de titres. Bonjour. Bonjour Armelle, alors je suis gestalt thérapeute, sexothérapeute, thérapeute de couple et puis également superviseur et formatrice en sexothérapie notamment. Voilà, alors je suis très heureuse d'être avec toi aujourd'hui. On a passé presque 3 jours ensemble parce que j'ai suivi la formation que tu proposais d'initiation à la sexothérapie. Et du coup, ça m'a donné vraiment envie de partager ça au plus grand nombre et de te faire connaître par un autre biais. Merci. Je voudrais que tu nous expliques un peu ce que c'est que cette approche de sexothérapie parce que on peut en avoir une idée, mais elle est souvent assez vague, je trouve, de qu'est-ce que c'est que ce métier, qu'est-ce que c'est que cet accompagnement. Alors, la sexothérapie, c'est une approche thérapeutique qui permet d'accompagner les personnes qui ont des difficultés d'ordre sexuel et ou relationnel, puisque bien souvent, les problématiques sexuelles, elles ne sont pas uniquement, on va dire, mécaniques. À moins qu'il y ait un problème fonctionnel et médical, auquel cas c'est pas du tout c'est pas moi qui m'en occupe, je renvoie vers du personnel médical compétent. Mais les personnes qui ont une difficulté d'ordre sexuel, des troubles, mais aussi relationnels, des problématiques liées au désir, au plaisir, peuvent venir me voir, alors en individuel ou en couple. Et la sexothérapie, en fait, c'est pas uniquement un accompagnement sur le symptôme et la mécanique, en fait. C'est vraiment une personne qui a une difficulté, qui a quelque chose qui se passe, qui peut être douloureux, difficile, avoir des conséquences sur sa vie à elle et sur sa vie de couple, par exemple, si elle est en couple. Et en fait, c'est de la personne dont je m'occupe. La personne et son problème et ses difficultés. Et on va investiguer dans sa vie, son développement psychosexuel, ses histoires avec ses différents partenaires de vie. On va également regarder aussi d'où elle vient, comment elle a, dans quel cadre elle a grandi, s'il y a eu des croyances véhiculées dans la famille ou dans son environnement qui ont eu un impact sur son développement ou son éducation sexuelle, des événements de la vie aussi qui ont pu générer des troubles, des perturbations. Donc en fait, c'est vraiment une thérapie, une approche thérapeutique dont l'entrée est certes sexuelle, mais en fait, on va regarder la personne dans toutes ses dimensions et pas uniquement l'aspect symptomatique, en fait. Qu'est-ce qui fait que dans ta carrière d'accompagnante, tu décides de t'orienter vers cette approche de sexothérapie? Je crois que la sexualité m'a passionnée depuis fort longtemps. J'aurais du mal à préciser quand, mais quand j'ai fait ma formation en gestalt thérapie, je discutais déjà avec des formateurs et formatrices qui animaient des stages sur la sexualité. C'est les stages parmi lesquels auxquels j'ai choisi de participer dans les premiers. En fait, ce qui m'attire, je crois, c'est que c'est mystérieux, la sexualité. Ça devrait être, avec une paire de guillemets, beau, magnifique, plaisant, extraordinaire, sacré, jubilatoire, jouissif, etc. Et bien souvent, enfin du moins dans le prisme dans lequel je suis, c'est abîmé, c'est misérable, c'est triste, c'est frustrant, c'est douloureux ou délicat. Donc il y a vraiment quelque chose de moi dans ce mystère de cette pulsion de vie, en fait, et cette vitalité, et ce qui se passe, en fait, entre deux personnes au plus intime, même si je fais une différence entre l'intimité et la sexualité, ce qui se passe entre deux personnes qui est partageable, mais peut-être pas communicable, si je puis me permettre. Parce que, de toute façon, ce que je vis en tant que plaisir, excitation, ça se passe dans mon corps, à l'occasion de l'autre, avec l'autre. Mais voilà, il y a quelque chose de mystérieux et d'existentiel là-dedans qui m'a
je crois, toujours intéressée. Et donc, d'aussi loin que je me souvienne, depuis que je suis thérapeute. Mais déjà, enfant, j'ai une anecdote, j'étais très curieuse parce que j'habitais dans un immeuble en région parisienne et en bas, au rez-de-chaussée, il y avait un club de lecture. Et un jour, je suis allée à la bibliothèque, donc, je vais avoir 10-11 ans. Et j'ai trouvé des bouquins d'éducation sexuelle à mon âge, ça devait être 8-9 ans et 10-11 ans, donc je les ai ramenés à la maison. Donc déjà, tu vois, j'étais curieuse à ce moment-là. Bon, petit couac, mon père me les a confisqués, donc j'ai cru comprendre qu'il y avait quelque chose qui n'était pas vraiment possible à ce moment-là. Mais plus tard, oui, ça m'a intéressée. Pour moi, oui, mais vraiment... Les hommes, je ne saurais jamais ce que c'est que de vivre une sexualité en tant qu'homme, puisque moi je suis une femme, même si j'ai écrit sur la sexualité masculine, parce que j'imagine que je peux apprendre peut-être quelque chose aux hommes. Les hommes seront toujours mystérieux à mes yeux. Et puis je suis une femme, mais toutes les autres femmes resteront mystérieuses à mes yeux. Parce que ce qui se passe à l'intérieur de notre être, c'est vraiment unique, singulier, et à la fois la sexualité, c'est universel. On est sauf peut-être ces dernières années, mais on est tous issus, aussi loin que le monde est monde, d'un acte sexuel, en fait, entre deux individus. Bon, ça a changé depuis que la science a pu aider les couples à procréer. Mais donc, on est issu d'un acte sexuel, on a un sexe, on est porteur d'un sexe, qu'on soit confort avec ou pas, c'est une autre question. Mais la sexualité fait partie de nous. C'est comme une contrainte existentielle, qu'elle soit active ou pas, qu'elle soit agréable ou pas. Donc c'est vraiment pour moi quelque chose qui me passionne. Euh, et la sexualité me passionne et les personnes m'intéressent vraiment. Donc voilà, j'ai conjugué un métier, une approche qui me permet voilà, d'allier tout ça. Tu as toujours été gestalt thérapeute? Non, avant j'ai fait d'autres formations, mais je suis gestalt thérapeute depuis 2011. Et avant, je me suis formée en PNL, donc je suis maître praticien en PNL. J'ai fait plein d'autres formations aussi. Mais vraiment, mon socle thérapeutique, c'est la gestalt thérapie. D'accord. Qui est la thérapie de la relation, d'ailleurs. Mais tu as toujours fait de l'accompagnement? Non, non, non. J'ai passé 10 ans en entreprise, 10 ans dans la pub. Ah ouais. Voilà, c'était ma première carrière, 10 ans dans une grosse agence de publicité en région parisienne. Et puis un jour, je crois que j'en ai eu assez, à force d'avoir des fusions, des acquisitions, des réorganisations. J'ai eu envie d'autre chose. Je me suis reconvertie dans les ressources humaines. Et là, j'ai travaillé pendant 5 ans dans les ressources humaines en tant que RRH, responsable RH. Donc, une autre aventure. Et je me suis rendu compte qu'en fait, RRH et bureau des pleurs, ça ne me convenait pas. Donc, je ne pouvais pas faire grand-chose au sein de l'entreprise, finalement, l'entreprise dans laquelle j'étais. Et donc, j'ai quitté l'entreprise et j'ai créé mon cabinet, donc coaching et thérapie. Okay. Et j'ai petit à petit lâché le coaching. En parallèle, j'ai fait de la formation en management, le temps que je me forme pour devenir gestalt thérapeute. Ok. Pour revenir sur la question de la sexualité, en fait, est-ce que pour toi, il y a une normalité dans la sexualité? Je ne sais pas ce que c'est que la normalité. À chaque fois qu'un client me parle de est-ce que c'est normal, je dis mais je ne sais pas ce que c'est normal. Parce qu'on est tous des individus différents. Moi, mon paradigme, mon repère, si je puis dire, c'est plutôt la loi, ce qui est légal et ce qui ne l'est pas. Mais sinon, en termes de créativité dans la sexualité, il y a autant de possibilités que d'individus et qui sont exponentialisés, si je puis me permettre, par des échanges, des partages. Non, on peut trouver des normes statistiques, on peut trouver des normes biologiques, des normes peut-être sociales, mais est-ce que ça va suffire à rassurer quelqu'un? Non. Pour moi, ce qui est important, c'est de ramener la personne à ce qu'elle vit, à ce qu'elle ressent. Qu'est-ce qui se passe pour elle, pour qu'elle s'interroge? Qu'est-ce qui se passe qui la met en difficulté ou en souffrance? Et c'est en la rejoignant là où elle est que je vais l'accompagner. Pas en lui donnant une norme, parce que quand bien même elle a une norme en disant « bah oui, ok, mon sexe, il fait X centimètres de long en érection. Ouais, mais ça ne me va pas. » Donc, finalement, la norme ne va pas être un repère très rassurant ou structurant. Est-ce que c'est normal de faire 2 fois l'amour par semaine ou 1 fois par an? Bon, il y a une statistique française, mais finalement, qu'est-ce qui est juste et bon pour vous? Qu'est-ce qui vous convient? Ou qu'est-ce qui ne vous convient pas? Et comment on va faire pour améliorer les choses? Donc oui, c'est une question qui revient souvent et qui est revenue pendant notre formation, à laquelle je ne réponds pas, enfin rarement, pour voilà, déplacer un petit peu la réflexion et revenir en fait à la personne. C'est ça. Parce que ce qui m'intéresse, c'est elle.
et elle, qu'est-ce qu'elle vit, qu'est-ce qu'elle ressent, qu'est-ce qui se passe pour elle en fait. Par rapport à ton expérience en cabinet, qu'est-ce qui met le plus en difficulté les personnes qui viennent te voir? Qu'est-ce qui manque pour que la sexualité soit satisfaisante? Oh, c'est une vaste question, hein. On pourrait regarder différents aspects. Ce qui met beaucoup les personnes en difficulté, sans hiérarchiser, mais ce sont les croyances. Les croyances avec tout un tas d'injonctions véhiculées par la société, par la famille, la religion, l'éducation scolaire, etc. Après, relayées bien sûr par les médias qui ont leur propre diktat. Donc, il y a beaucoup d'injonctions comment dire, qui peuvent freiner, perturber, handicaper la sexualité des individus parce que comme on n'a pas d'espace sain dans lequel apprendre ce que c'est que la sexualité, qu'est-ce que c'est que d'avoir une vie sexuelle épanouie, de parler de consentement, de parler du désir, du plaisir, de ce qui me plaît, ce qui me déplaît, ce qui m'excite, ce qui me dégoûte, ce que j'ai envie, mes fantasmes. Où est-ce que les gens vont aller chercher des réponses? Alors dans les magazines, dans les médias, mais voilà, avec des partis pris qui ne sont pas toujours OK. La famille n'y répond pas toujours. Nos grands-parents, nos arrière-grands-parents ne savaient pas parler de sexualité à nos parents, donc on n'a pas forcément eu des transmissions saines de ce que c'est, hein, le désir et le plaisir. On a un poids patriarcal quand même qui pèse sur nos épaules depuis un certain temps, donc aussi bien sur les épaules des hommes et des femmes qui vont conditionner la sexualité masculine comme féminine. Alors on essaye de s'en défaire, hein, bien sûr. La révolution sexuelle des années 70, 1970 est passée par là, mais ça suffit pas. Donc il y a encore un certain nombre de croyances véhiculées qu'il faut sans cesse remettre au travail. Donc ramener la personne à nouveau à ce qui est juste pour elle, ce qui est bon pour elle. Donc mettre au travail ces croyances qui peuvent empêcher d'avoir une sexualité satisfaisante. Après, il y a le rapport à son corps aussi. Est-ce que je suis bien dans mon corps? Est-ce que je me plais? Est-ce que je me plais pas? Est-ce que mon rapport à la nudité? Parce que si je me trouve beau ou belle, ça va peut-être être plus facile peut-être de me donner à voir, mais peut-être pas. Et mon rapport à mon corps, dedans mon corps, de mes sensations, mes ressentis, mes émotions, mes besoins, la façon dont j'aime être caressée, la façon dont j'ai érotisé, ou pas mon corps d'ailleurs, parce que mon corps peut être érotisé, c'est-à-dire que toute la surface de la peau peut accéder au plaisir, mais parfois des personnes n'ont pas cette capacité-là, donc il faut la rééduquer. La capacité à sentir, que ce soit à la peau ou à l'intérieur, capacité d'accéder au plaisir aussi, voire à l'orgasme pour certaines personnes qui ont des difficultés à lâcher prise, par exemple. Il y a certainement une histoire derrière, hein. Mais le rapport au corps est quand même central, puisque c'est avec son corps qu'on fait l'amour. Voilà. Qu'est-ce qui peut freiner une sexualité satisfaisante? Alors l'histoire, bien évidemment, si on a eu des drames dans sa vie, comme des agressions, des abus, des viols, c'est clair que il y a de bonnes chances que ça altère la sexualité. Du moins, le rapport à l'autre. Parce que dans la sexualité, il y a moi et mon imaginaire éventuellement, mais surtout un autre ou une autre. Et tous les autres qui ont succédé, avec lesquels on a eu des relations, ont un impact ou ont eu un impact sur nos sexualités, bon ou pas bon, sain, malsain, douloureux, violent ou au contraire respectueux. Et on est construit avec tout ça. La sexualité, ça s'apprend tout au long de sa vie. C'est pas naturel. Si c'était naturel, ça se saurait, mais ça ne l'est pas. Le désir, c'est pas spontané. Du moins, ça peut l'être au début d'une relation, et puis après, dans la durée, il faut le susciter, le convoquer, le cultiver, etc. Donc ça aussi, une sexualité satisfaisante et épanouie, elle a besoin d'être entretenue, d'être partagée, d'être parlée. C'est vraiment... je suis impressionnée quand je constate dans mon cabinet, que ce soit les individuels ou les couples, ou même quand j'avais fait des émissions de radio à France Bleu il y a longtemps, comment les gens ne parlent pas de ce qu'ils vivent avec la personne avec qui ils ont choisi de vivre. Donc c'est difficile d'améliorer les choses si on n'en parle pas. Comment j'imagine que l'autre ressent ceci ou dirait cela, mes attentes, mes projections, je suis seule avec moi-même quand je fais ça. Je ne vais pas vérifier. Donc, ça serait difficile d'améliorer les choses. Je peux entendre parfois ce discours ah oui, mais j'ai tout fait. Oui, mais vous avez tout fait en fonction de vous ou de l'autre? Parce que si c'est en fonction de vous, c'est en fonction de vos représentations et celle de l'autre et son histoire et son vécu et ses ressentis. Donc,
Voilà, première chose, c'est en parler. Et c'est pas facile d'en parler, c'est intime. Moi, j'ai cette facilité-là, donc je crois que c'est ça qui est aidant aussi, à la fois pour mes stagiaires et mes clients. C'est facile pour moi de parler de sexualité, de l'appeler un chat, de parler des pratiques, de parler des positions, de parler des ressentis, de parler des organes, bien sûr. Donc, en échangeant avec moi dans le travail qu'on fait, c'est comme si je leur donnais la permission aussi, après chez eux, peut-être de parler avec leur compagnon ou leur compagne. De mettre en dialogue. Ça donne une autorisation Oui. quelque part. Oui. Qu'est-ce que tu penses de cette phrase la sexualité est le ciment du couple? Ah, je suis pas d'accord avec ça. Pour deux raisons. Parce que pour moi, ce qui pourrait être le ciment du couple, c'est vraiment l'intimité. Parce que l'intimité, c'est cet espace précieux, privé, peut-être sacré, où on va partager notre intime, c'est-à-dire ce qu'il y a à l'intérieur de nous. C'est ce que peut-être je vais oser dire, oser exprimer de ce que je vis ou de ce que j'ai ressenti à telle ou telle occasion. C'est risqué l'intimité, en fait, parce que je ne sais pas comment l'autre va réagir. Alors, je peux prendre des précautions en disant j'ai vraiment quelque chose d'important à te dire, mais je crains ta réaction. Voilà. Et c'est cette intimité qui, pour moi, est précieuse et qui n'est pas le ciment du couple, c'est le baromètre. Le terme ciment, en fait, ça ne me va pas parce que c'est dur. Le ciment, c'est dur, c'est sec. Il n'y a pas de souplesse, il n'y a pas de flexibilité. C'est pas vivant, alors que l'intimité, c'est vivante. Mettre le baromètre de la bonne santé du couple sur la sexualité, pour moi, ça risque de mettre énormément de pression, en fait, et de culpabilité. S'il y a quelque chose qui dysfonctionne et qu'on n'en parle pas, on va peut-être chercher un coupable, on va se culpabiliser, on va être malheureux, alors que cet espace intime pourrait peut-être nous permettre d'en parler. Et plus on est intime, plus on peut dire les choses et plus on peut s'ajuster, plus on peut voir comment on va faire ensemble pour que ça change. Et alors, c'est quoi l'intimité? Eh bien, c'est ça, c'est cet espace particulier que je vis avec quelqu'un d'autre, que je ne vis avec personne d'autre. On peut avoir des intimités amicales, où je vais me dévoiler, en fait. Je vais dévoiler ce qui m'habite, je vais dévoiler mes ressentis, sexuels ou autres. L'intimité, c'est ce que je peux vivre dans la relation avec l'autre, lui dire comme j'aime ceci ou comme j'aime cela, ou comme quand je vois ça, ça me fait un peu... je me sens peut-être parfois pas très respectée ou considérée, ou bah là, j'ai besoin de poser quelque chose. Donc, c'est vraiment cet espace... d'authenticité, quelque part. Hein. Oui, tout à fait. Ouais. Tout à fait, où on prend le risque d'être authentique. Ça ne veut pas dire tout dire, être authentique. Oui, c'est ce que j'allais te demander. C'est oui. pas la transparence. Oui. L'authenticité, c'est je vais oser dire quelque chose qui est là. Mais si je dis tout ce que je vis à l'autre, d'abord, je sais, moi, je me connais pas parfaitement, donc je vais pas, l'autre, il va pas tout connaître de moi. Mais si je dis tout ce qui se passe pour moi à l'autre, tout ce que je fais, mes pensées, bah, j'existe plus, je m'habite plus. En fait, il y a plus de frontières entre l'autre et moi, puis je lui donne un sacré pouvoir. Donc non, l'intimité, je choisis ce que je vais partager. Et puis dans l'intimité, je vais, même au risque que ça soit pas agréable, je vais accepter d'écouter l'autre. Je vais accepter d'écouter, de sentir ce que ça me fait quand l'autre me dit ce qu'il me dit, peut-être en évitant de réagir. Donc ça va me demander de peut-être de respirer. Mais pour que cette intimité, elle puisse se créer, peut-être il faut qu'on y consacre un moment, un espace-temps particulier et plusieurs. Parce que les couples passent pas suffisamment de temps, en tout cas ce que je reçois bien sûr, ensemble pour parler d'eux, de leur relation, de qui ils sont en tant qu'individu, un jeu avec un autre jeu qui partage un bout de vie. Se donner des nouvelles sur un coin de table en rentrant du boulot, c'est pas de l'intimité, c'est des informations. De quoi on a besoin pour créer une vraie intimité? De temps. Ouais. De faire des bulles, en fait, de créer des moments où on n'est pas dérangé. Et aussi, je crois que ce qui est important, c'est la sécurité. Alors, c'est en fait un cercle vertueux. Si j'ai suffisamment de sécurité avec l'autre, je vais pouvoir me dévoiler. Et plus je me dévoile, et plus je vais être audacieux, audacieuse. Et du coup, plus ça va créer la complicité et la sécurité. En fait, l'intimité et la sécurité nourrissent le lien, en fait. Dans un aller-retour. Mais si je ne suis pas en sécurité, tu as tout à fait raison, je ne vais pas me livrer. Je vais avoir peur d'être jugée, d'être critiquée, d'être rejetée, donc je ne vais certainement pas prendre ce risque-là. Mais du coup,
il risque d'y avoir une certaine distance qui se creuse. Donc, comment on établit des bases de sécurité? Peut-être c'est en nommant des besoins. Et puis, la sécurité, c'est aussi la sécurité intérieure, en fait. Si j'attends que l'autre me sécurise, c'est perdu d'avance. Parce que l'autre, il ne pourra jamais me sécuriser en fonction de ce dont j'ai besoin. Il n'est pas moi. Et puis lui-même, il a peut-être ses propres problèmes de sécurité. Donc la sécurité intérieure qui est liée à l'estime de soi, pour moi, c'est vraiment un chemin personnel. L'autre je peux lui demander d'éviter de m'insécuriser en faisant attention à ceci ou en faisant attention à cela. Mais ma sécurité intérieure, elle dépend que de moi, en fait. De moi et de ma croissance et des relations que j'ai, éventuellement d'un travail thérapeutique ou en coaching ou spirituel ou autre. Et du coup, est-ce que tu remarques que les fondements de ces difficultés sur la sexualité sont très liés à ces problématiques de sécurité, d'intimité ou... Alors, j'ai cette croyance que la plupart des troubles sexuels sont des troubles de l'intimité dans le couple. Oui. Dans le couple. La plupart, peut-être pas tous, mais ça dépendra des troubles. Et en oui. fait. Oui, puis de l'historique peut-être aussi, des croyances qui se sont renforcées peut-être avec le temps. Voilà. Si j'arrive dans le couple avec un trouble sexuel, le couple n'a rien à voir avec le trouble. Alors, il peut parfois aider à l'améliorer, justement, puisqu'il y aura une intimité où on pourra dire les choses qui vont peut-être permettre de la détendre, une forme de sécurisation, parce qu'il y a l'accueil de la difficulté de l'autre. Je rencontre ça parfois chez des messieurs que j'ai pu accompagner qui ont des problèmes d'érection. En plus, la première fois, souvent, elle est... on ne sait pas comment ça va se passer, on rencontre une nouvelle personne, un nouveau corps, une nouvelle peau, une nouvelle façon de se toucher ou d'être touché. Et parfois, il y a une pression que l'homme se met et du coup, ça ne marche pas. Mais c'est petit à petit, si les deux ont vraiment envie de poursuivre, qu'il va y avoir une réassurance, quelque chose qui va se tisser entre une relation, qui va se tisser entre eux, qui va devenir peut-être suffisamment sécure pour le coup, et qui va servir de socle ou de soutien pour que l'homme se tranquillise, s'apaise et du coup que sa fonction érectile remarche parfaitement. Des troubles comme le trouble du désir, et c'est ce que je rencontre quand même beaucoup dans mon cabinet au niveau des femmes, là c'est vraiment souvent une difficulté d'intimité parce que ça ne se parle pas ou ça ne sait pas parler. J'ai beaucoup de femmes qui viennent en disant j'ai pas de désir et je voudrais retrouver du désir pour mon mari. Dans ce cadre-là, tu vois. Qu'est-ce qui s'est passé dans le couple qui fait qu'ils en sont arrivés là? Et là, il y a vraiment à interroger toute l'histoire du couple. Et là, l'intimité du couple ou l'absence d'intimité du couple est souvent révélatrice justement c'est l'absence d'intimité du couple dans les difficultés qu'il traverse qui ont conduit certainement à cette désaffection en fait, du désir et de la sexualité. J'ai l'impression que... il y a une espèce de croyance que s'il n'y a plus de désir, le couple est mort. Est-ce que c'est possible de le réactiver, ce désir? Si, je ne sais pas, admettons que des personnes soient ensemble depuis un certain temps et puis qu'au bout d'un moment, le désir s'affaiblit. Est-ce qu'il y a moyen de recréer quelque chose si c'est voulu par les deux? Alors, oui. Alors, oui, et en même temps... il y a parfois des personnes qui font comme un amalgame entre désir et sentiment. C'est-à-dire, j'ai plus de désir pour mon ou ma partenaire, du coup, je ne l'aime plus. Or, ce sont vraiment deux pôles énergétiques différents. Les sentiments, c'est au niveau du cœur, la sexualité, c'est au niveau du sexe. Donc, il y a à décoller. Et le désir, c'est à quel niveau, du coup? Et alors, le désir, il est certes au niveau un peu des deux. Et oui. Mais si je n'aime plus mon partenaire, donc je vais interroger sur les sentiments. Si je n'aime plus mon partenaire, est-ce que c'est pas à s'interroger sur on reste ou on reste pas ensemble? Par contre, s'il y a vraiment du désir et de l'envie de continuer, en fait, ce que je vais interroger, c'est est-ce que vous avez envie d'avoir envie? Parce que si vous voulez retrouver votre désir pour sauver votre couple, ça marche pas. Si vous voulez retrouver du désir pour que l'autre ne s'en aille pas, ça marche pas. Si vous voulez retrouver du désir pour vous sentir à nouveau vivant, vivante, oui, là, je suis OK, on va bosser ensemble. Pareil pour un couple.
Et là, on peut vraiment trouver des moyens. Alors, il y a plein de choses, hein. On va travailler sur la sensorialité, donc le sens, les sens, le corps. On va travailler sur l'imaginaire érotique. On va travailler bien sûr sur l'estime de soi. Donc, tout un certain nombre d'axes et de représentations. On peut travailler sur les peurs aussi qui pourrait y avoir ou qui pourraient s'être installées dans la relation. Mais avant ça, il faut restaurer la relation de couple, en fait. Parce que si on ne restaure pas quelque chose, si les personnes ne se remettent pas en dialogue, euh, comment vont-elles pouvoir se saisir de cette difficulté-là ensemble? Pour moi, c'est le couple qui est co-responsable de la résolution du trouble et pas ah bah t'as pas de désir, va régler ton problème. Ça, non, c'est pas possible. C'est à deux qu'on fait l'amour. Donc c'est à deux qu'on peut susciter, convoquer le désir. Donc il y a des choses qu'on peut faire soi avec voilà, son rapport à son corps, à son imaginaire, à ses croyances. Et puis des choses qu'on fait ensemble. Cultiver l'érotisme dans le couple. Alors, il peut y avoir différents moyens, hein, mais déjà, on pourrait commencer par retirer tous les écrans de la chambre. Ça pourrait être pas mal. De s'accorder du temps pour échanger le soir. On pourrait voir est-ce que vous vous embrassez encore et comment vous vous couchez. Est-ce que vous êtes chacun à un bout du lit et auquel cas, qu'est-ce qui fait que vous êtes chacun à un bout du lit? Donc peut-être qu'il y a quelque chose à parler à cet endroit-là. Est-ce qu'il y a de la tendresse aussi? Parce que même si la tendresse et le désir, c'est très différent, ça reste du contact physique. Alors s'il y a trop de tendresse et l'éros a disparu du couple, bon, il faut vraiment faire quelque chose. Parce qu'un couple fraternel, ceci dit, des personnes peuvent s'en satisfaire, hein. Mais voilà, trop de sécurité dans le couple aussi, peut-être vont faire que le désir va s'endormir. Le désir, il a besoin de surprise, il a besoin d'inattendu, il a besoin de sortir des sentiers battus, il a besoin de transgression. Alors quand je dis transgression, c'est pas aller voir ailleurs, hein. C'est transgresser la routine, c'est transgresser le quotidien. C'est si on a toujours l'habitude d'avoir notre activité sexuelle dans la chambre, peut-être qu'on peut sortir de cette pièce-là. Peut-être qu'on peut aller ensemble dans un love shop pour regarder les produits, les accessoires, les jouets. Et puis en général, les personnes qui tiennent les love shops sont vraiment bien formées pour pouvoir accueillir toutes les questions, y répondre avec simplicité, avec plaisir aux personnes qui viennent à elles. Donc ça peut être chouette aussi. Il peut y avoir la littérature érotique qu'on peut regarder, qu'on peut lire, les uns, les autres. Ça peut permettre de se émoustiller, si je puis dire. Et puis, il y a quelque chose dont on n'a pas parlé, mais c'est la sexualité de moi à moi, finalement. L'auto-érotisme, j'aime pas le terme masturbation, mais l'auto-érotisme. Est-ce que moi, déjà, je suis capable d'avoir du plaisir seul? Parce que si je m'octroie du plaisir seul, eh ben, je vais réenclencher un cercle vertueux de plaisir. Je prends du plaisir, du coup, peut-être je vais avoir envie à nouveau d'avoir du plaisir. Peut-être je vais me mettre à l'écoute aussi de mon corps et de mes sensations. Parce que si j'ai une charge mentale hyper importante, des préoccupations, des activités, etc., le désir, il n'a pas de place. Donc, c'est m'accorder du temps aussi, peut-être pour faire des choses chouettes pour moi. Et puis, de temps en temps, tiens, je vais aller visiter un petit peu dans mon corps ce qui se passe, qu'est-ce qui sent. Quand ma partenaire s'approche de moi avec peut-être une envie, peut-être que je ne suis pas prête, peut-être que je suis prise dans autre chose. Mais si je prends un instant pour respirer, pour sentir, ah oui, tiens, peut-être que l'appétit vient en mangeant. Chez beaucoup de femmes, le désir, il est réactif. Désir spontané, je disais tout à l'heure, ça existe moins dans les relations qui se sont inscrites dans la durée. Mais l'appétit vient en mangeant. C'est-à-dire que si je me souviens que je vais prendre du plaisir et que voilà, l'autre me touche, me sollicite, alors pas avec une main aux fesses, hein, tout le monde n'aime pas. Peut-être si je respire, ah oui, puis je me tourne vers l'autre et qu'on se regarde, il peut peut-être se passer quelque chose, une connexion. Je vais peut-être laisser ce que je suis en train de faire, ou peut-être pas. Mais au moins, si je peux m'accorder une respiration et pas réagir en disant oh non, une respiration pour ok, et finalement, et pourquoi pas? Tu vois, déjà, rien que ça peut être un starter. Par exemple. Et voilà. Après, je maintiens que le couple est co-responsable de son érotisme et de son désir. Je vois que tu as plus d'un tour dans ton sac. Ça donne très envie de passer des heures avec toi. Et j'ai écrit 3 ouvrages donc, sur la sexualité féminine vers une intimité épanouie.
la sexualité masculine, puissance et vulnérabilité. J'ai osé, hein. Et le couple, l'intimité et la sexualité vers un couple vivant et lumineux. Voilà, où il y a beaucoup de choses que je livre dans ces ouvrages. Et après, il y a l'accompagnement, bien sûr, en individuel et en couple. Pour les thérapeutes aussi, je fais de la supervision. Donc voilà, ça fait partie de l'apprentissage aussi des outils. Et puis... Juste une dernière question, parce qu'on n'a pas abordé ça. Je sais que tu peux avoir une approche tantrique. Qu'est-ce que ça représente pour toi par rapport à la sexualité, cette approche-là? Alors, j'ai animé des stages de tantra pendant une douzaine d'années. J'en ai fait beaucoup. C'est complémentaire pour moi, la sexothérapie, le tantra. C'est vraiment... je ne fais pas tantra en cabinet, je ne fais pas tantra en individuel. Alors, j'ai amené des choses du tantra un petit peu dans ma pratique auprès des couples ou des individus, mais ce n'est pas forcément l'espace, et puis ça ne parle pas à tout le monde. Et il y a des gens qui ne sont pas du tout intéressés par ce domaine-là. Mais ça peut être vraiment intéressant d'envoyer des personnes dans des stages de tantra auprès d'animateurs que je connais, parce qu'il y a du tout et n'importe quoi dans le tantra, c'est comme plein d'autres approches. Donc il y a des endroits où il y a du cadre, où c'est vraiment chouette, bien amené, joli, et vraiment un travail de conscience. Et il y a des endroits où c'est un petit peu différent, peut-être un peu moins sérieux aussi pour certains. Donc oui, parce que c'est intéressant, ça m'a vraiment permis, moi, au début, quand j'ai fait les stages pour moi, de rentrer dans une liberté d'être. Une liberté, pas du libertinage, hein, c'est vraiment une liberté de me sentir bien dans mon corps, de développer ma sensualité, mon audace, parce que dans un cadre justement sécure, tu peux faire plein d'expériences en fait avec les personnes qui sont là en stage. Il y a plein d'occasions de faire des exercices, des expériences, des méditations, parfois des massages aussi, qui vont m'apprendre petit à petit à développer ma sensualité, ma sensorialité, mon rapport à l'autre, ma capacité à aller vers aussi, ma capacité à poser des limites, bien sûr, parce que ça, c'est hyper important dans la sexualité. Donc, et de grandir et de mettre de la conscience aussi sur tout ça. Et de regarder la sexualité non pas comme quelque chose de uniquement excitatoire et cru, mais vraiment comme un espace sacré, en fait. Moi, mon corps et mon sexe, c'est un temple, et le corps et le sexe de l'autre, c'est pareil. C'est vraiment précieux pour moi. Ça, j'en parle dans les livres aussi, parce que ça a été beaucoup abîmé par les religions et les traditions, malheureusement. Et pour moi, c'est vraiment à réhabiliter. Alors, peut-être qu'il faut passer parfois par des traditions orientales comme le tantra ou le taoïsme pour revenir à cette dimension sacrée. Encore que maintenant, on peut la retrouver aussi chez nous. En Occident, il y a plein de belles choses aussi. Merci pour ce partage, Carlotta. Avec plaisir, Armelle. Merci à toutes et à tous pour votre écoute. À bientôt dans une prochaine émission I Feel Good. Pour aller plus loin, rendez-vous sur la page Facebook de l'émission I Feel Good 888 ou sur mon site internet armelberodi.fr. Ce podcast est disponible sur vos plateformes préférées, Apple Podcast, Deezer, Spotify, Google Podcast, YouTube. Ces informations sont données à titre indicatif et ne se substituent à aucun conseil médical. Avant toute expérimentation, prenez l'avis de votre médecin.